Bienvenue dans le Débrief Afrique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour des regards croisés sur l'actualité africaine. Ici, nous allons au-delà des faits, nous les décryptons, nous en révélons les enjeux et explorons surtout les coulisses d'un continent toujours en mouvement. Ce soir, pour analyser et partager des points de vue éclairés, nous recevons El Hadj Mamadou Gueye, journaliste à l'Économiste, passionné de politique, de sport et afro-optimiste invétéré. Bonsoir El Hadj. Bonsoir Bachir. Avec nous également Modeste Kwame, journaliste au site d'info Le 360, qui généralement lui couvre des sujets d'actualité économique sur le continent. Bonsoir Modeste. Bonsoir. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Et justement, ce qui fait en ce début d'année débat, c'est la trajectoire du continent africain face aux défis de son développement entre stratégie d'intégration régionale, innovation technologique, enjeux sociaux et autonomie économique. Alors que l'Afrique continue d'évoluer à un rythme soutenu, certains thèmes reviennent au cœur des discussions. Comment concilier croissance, durabilité et cohésion sociale? Quelle place pour l'intégration régionale et l'investissement intra-africain dans la transformation économique du continent? Et comment surtout la jeunesse africaine peut-elle être au centre de cette dynamique? Des interrogations auxquelles répondront bien sûr nos invités, El Hadj Gueye et Modeste Kwame, mais avant qu'ils trouvent un écho dans les propos du président de la République du Rwanda, Paul Kagame, qui dit, je cite, « Le succès de la prospérité de l'Afrique repose sur l'unité politique, l'intégration régionale et l'investissement durable. » Fin de citation. Voilà ce que nous dit le président Paul Kagame. Je voudrais juste un petit commentaire, Modeste, El Hadj. Par rapport à la citation. Je pense qu'il a tout à fait raison parce qu'on en a besoin en tant qu'Africains. C'est un continent quand même de 50 et quelques pays, c'est assez grand. On n'est pas tout le temps unis, on n'a pas tout le temps les mêmes visions par rapport à là où on va aller. Mais je pense qu'aujourd'hui, là où en est l'Afrique, c'est très difficile de parvenir à une unité politique. Par contre, dans le domaine de l'intégration régionale ou sous-régionale, il y a quand même beaucoup de possibilités. Parce qu'il y a des blocs quand même régionaux qui sont homogènes, qui peuvent fonctionner ensemble parce que ce sont les mêmes peuples, c'est à peu près les mêmes cultures. Et par exemple, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, il y a aujourd'hui peut-être rien qui nous empêche d'avoir un bloc sous-régional solide. Le cas de l'Afrique du Nord, c'est la même chose. Après l'unité politique, je pense que ce sera en dernière étape. Et dans ces pays-là aussi, on parle d'investissement durable. Il faut vraiment aller dans ce sens-là parce que c'est des pays qui ont besoin de développement, c'est des pays où les jeunes ont besoin d'opportunités. Et pour y arriver, il faut de l'investissement, il faut des fonds, il faut miser dans les secteurs qui vont être durables, qui vont être des secteurs qui permettront de créer de l'emploi. Et quand on aura de l'emploi, forcément, on aura de la stabilité. Mais la question, d'abord, je pense que Modeste peut-être avant de développer, c'est d'abord, est-ce que cette unité politique africaine, est-ce qu'elle est réaliste déjà? Justement, dans la déclaration du président rwandais, il y a trois déterminants qui attirent mon attention, la prospérité, le succès et l'intégration régionale. Pour moi, justement, il a une vision, ce qu'il dit est visionnaire, mais il faut aller plus loin que cela. C'est-à-dire qu'il faut passer du stade d'intégration de façade pour aller sur du concret. Aller sur du concret. Je prends par exemple des chiffres. Aujourd'hui, on parle de 18% du commerce intra-africain. Ouais. Donc ce qui est peu, comparé à l'Asie, on parle de 60%. Il y a un gap assez important. Et justement, ceci amène à aller au-delà de l'intégration des façades, de tout ça. Et vous pensez que c'est juste une déclaration de façade, Mamadou, El Hadj, pardon? Je pense que Paul Kagame y croit vraiment quand même. Je pense qu'il y a quand même pas mal de dirigeants africains qui y croient. Après, c'est la voie à emprunter pour matérialiser tout ça qui pose problème. Parce que comme je l'ai tout le temps dit, nos pays ont des sensibilités qui ne sont pas les mêmes. Et souvent, c'est ça qui bloque notre intégration. Comme on a dit, dans le commerce, par exemple, on ne peut pas aujourd'hui comprendre qu'en Afrique de l'Ouest, on a du mal, par exemple, à faire des échanges commerciaux entre des pays parce que c'est des pays qui sont homogènes, qui ont les mêmes trajectoires économiques. Qu'est-ce qui pourrait bloquer les mêmes langues donc forcément, ça devait être vraiment des pays aujourd'hui ultra connectés en matière d'échange. Malheureusement, on n'y arrive pas. Mais je reste convaincu que
on va un jour y arriver. Parce que, vous êtes optimiste. Oui, parce que forcément, on ne pourra pas rester comme ça, les bras croisés, attendre tout le temps que les autres nous guident pour y arriver. Donc, vous l'avez dit, il faut des leaders pour avancer. Où se situent aujourd'hui les barrières pour que ça n'évolue pas très vite? Est-ce que vous avez quelques pistes? De la volonté politique déjà. Il faut de la volonté politique, un courage politique justement pour imposer justement cette nouvelle dynamique-là. Moi, c'est ça. Le déterminant, c'est ça. C'est le courage politique. Ouais. Est-ce que, bon, là, on en a parlé, il n'y a pas beaucoup de leaders qui portent ce courage-là, en tout cas au niveau continental? Je prends l'exemple du Maroc, qui implique une dynamique assez importante sur le continent, avec, que ce soit à travers les banques, ils sont issus d'entreprises qui essaiment sur le continent. Et le Maroc, sur plusieurs plans, montre l'exemple, quoi. Et il affiche un leadership aussi qu'il faut souligner. Tout à fait. Je pense que c'est ça qu'il nous faut justement pour tirer les autres vers le haut. Parce qu'il y a beaucoup justement d'initiatives comme celle que porte le président rwandais. Dans le développement de cette réflexion sur l'unité, l'intégration et le développement durable, une autre voie, cette fois-ci majeure aussi du continent, apporte un éclairage aussi direct que franc. Je veux citer Akinwumo Adesina, c'est l'ancien président de la Banque africaine de développement, qui nous dit que le futur de l'Afrique viendra de l'investissement, pas de l'aide, car il dit « Je ne veux pas de cadeaux, je veux que l'Afrique se développe avec fierté ». C'est inspirant, cette déclaration. Moi j'abonde dans le sens de M. Adesina. Quand on prend les chiffres, il y a des chiffres qui sont assez révélateurs sur le continent. Ouais. On parle d'environ 90 milliards de dollars qui sortent du continent de manière illicite. Chaque année, c'est ça. Chaque année, ce qui est assez important, un volume assez important. Et au niveau du continent, le Maroc, par exemple, il montre l'exemple à travers sa charte d'investissement, qui essaie de poser des garde-fous pour canaliser les flux de financement et tout ça, et les investissements. Et je pense que l'Afrique doit plutôt taxer les capitaux pour financer son propre développement, au lieu de plutôt attendre des cadeaux, l'aide au développement et tout ça. Et on le sait, l'aide au développement aujourd'hui est réduite. Beaucoup de pays ont commencé à couper. Vous faites allusion aux États-Unis qui réduit un peu les... Non, en Europe aussi, beaucoup de pays le font aujourd'hui. Et il faut compter sur soi-même aujourd'hui. Il n'y a rien à s'enorgueillir de dépendre des autres. Il n'y a pas d'intérêt à s'enorgueillir de dépendre des autres. Et là, moi aussi, j'abonde dans le même sens parce que je pense qu'en Afrique, on a souvent tendance à tendre la main, à attendre que nos problèmes soient résolus par d'autres. Je donne juste un chiffre sur l'aide publique au développement. J'ai un chiffre de 2023, par exemple, c'était 42 milliards de dollars américains. Et on reçoit toute cette aide-là, mais est-ce que ça a changé vraiment le quotidien des Africains? Cette aide, maintenant, elle est conditionnée, notamment par les États-Unis. Est-ce que l'aide au développement est un frein aussi au développement, finalement? Ce n'est pas un frein au développement parce que peut-être on l'utilise mal. Ah, okay. On l'utilise mal peut-être, l'usage qui est mal fait. Mais nous-mêmes, on doit d'abord mobiliser nos ressources internes à travers les banques, à travers d'autres institutions, à travers des établissements de financement pour pouvoir développer l'Afrique. Parce que l'aide publique peut venir en soutien. L'aide publique au développement peut venir en soutien, mais ça ne doit pas être la principale composante de l'investissement qui va servir au développement. Mais est-ce que peut-on réellement s'en passer, finalement, même si c'est un soutien? Non, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'en passer. Ça doit être un soutien. C'est-à-dire que nous-mêmes, on mobilise nos ressources intérieures, on essaie de développer nos pays. En cas de besoin, on peut solliciter l'aide publique au développement pour boucher des trous, pour d'autres projets. Mais la première chose à faire, c'est de compter sur soi-même pour faire avancer le continent. En tout cas, c'est de ne pas en faire un levier principal du développement. D'accord. Modeste, vous voulez abonder dans le même sens aussi? Exactement, l'investissement, je pense que, voilà, comme a dit Guy, l'investissement doit s'accompagner d'une gouvernance irréprochable. C'est vraiment très important. Sinon, c'est de la dilapidation en fait, des ressources. Mais de quel investissement, en réalité, aujourd'hui, l'Afrique a-t-elle le plus besoin, quoi? Investir dans les ressources humaines, c'est très important déjà. Investir dans les ressources humaines
Et aussi... aussi dans la transformation des matières premières, carrément, au lieu d'exporter peut-être les matières premières, ce qu'on a fait jusque-là. Oui, exactement. Peut-être c'est ça, non? Oui, oui. Quel âge? Oui, on a besoin de ça, l'investissement dans les ressources humaines, mais surtout aussi de l'investissement efficace. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je pense que les ressources humaines, beaucoup de pays investissent là-dedans, on forme de bons profils. Malheureusement, si on forme de bons profils et qu'après ils n'ont pas de débouchés, ça ne marche pas. Je prends l'exemple du Sénégal, on forme beaucoup de scientifiques, on forme beaucoup d'économistes, mais à la fin, ils travaillent où ils n'ont pas d'emploi. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on crée ces opportunités-là à travers de l'investissement dans l'industrie, dans l'industrie de transformation, dans les technologies, pour que dès que ces étudiants-là, ces formés-là sortent des universités, des instituts, ils aient une opportunité. C'est ça le problème. Donc, est-ce qu'à dire qu'il faut un peu recadrer les investissements pour les orienter vers des secteurs? Les secteurs porteurs d'emploi surtout. Et surtout ne pas perdre aussi les profils qu'on forme, parce qu'il y a une sorte de brain drain en Afrique qui ne date pas d'aujourd'hui et qui continue. L'Afrique subsaharienne surtout forme de bons profils, mais qui sont employés ailleurs par les pays de l'Afrique du Nord, ou bien par l'Europe, ou bien par les États-Unis. Vous faites allusion au Maroc, c'est ça? Au Maroc et en Tunisie, au Maroc, à la Tunisie et peut-être... La fuite des cerveaux qui est, voilà. Non, c'était pas appuyé, ce qu'il a dit, la fuite des cerveaux qui est une gangrène qui aujourd'hui voilà, fait perdre des milliards à l'Afrique. Exactement. Et vous pensez qu'il y a vraiment une sorte de fuite de cerveau organisée, ou c'est juste des départs c'est pas organisé, c'est surtout... Je ne pense pas que c'est organisé, c'est surtout que le réflexe de l'homme, c'est de... Quand l'herbe est plus verte ailleurs, il y va. Il y va, oui. Donc, ouais. Tout à fait. En tout cas, on va passer justement à la citation de la déclaration, pardon, de son compatriote aussi. C'est Tommy Elomou qui n'en pense pas moins aussi, qui nous dit que l'Afrique, justement, n'est pas un seul pays, mais un continent, un lieu qui offre des réelles opportunités commerciales dont le monde devrait être conscient. C'est-à-dire que lui explique qu'effectivement l'Afrique est plurielle, l'Afrique est variée, l'Afrique offre des opportunités beaucoup plus qu'on Je pense que le monde est conscient que l'Afrique offre ces opportunités. Je pense plutôt que ce sont les Africains eux-mêmes qui ne sont pas conscients qu'ils sont assis sur l'or et qu'ils ont l'or entre les mains. On a nos ressources dont tout le monde a besoin, on a nos ressources dont tout le monde nous envie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver le moyen de les exploiter à bon escient et surtout de les valoriser, ne plus les dilapider, ne plus les vendre à bas prix. Il faut que, par exemple, ces ressources soient transformées localement. Et par exemple, si un grand groupe mondial vient, par exemple, s'implanter dans un pays, il faut des accords clairs. Il faut de l'emploi local. Il faut que la transformation se fasse sur place. Et surtout, que la valeur ajoutée soit encore injectée dans le pays. Il ne faut pas faire des bénéfices, par exemple, et tout emporter, mettre dans les paradis fiscaux. Parce qu'on a toujours ce circuit-là qui continue et qui nous bloque vraiment en termes de développement. Comment faire face à ce genre de défi? C'est un défi quand même, que d'imposer aux investisseurs qui ont les moyens de venir ou ne pas venir. Comment leur imposer ce genre de comportement? Ah oui, je vais revenir sur ce que j'ai eu à dire sur la charte d'investissement au Maroc, qui est un exemple en la matière. Récemment, il a été actualisé et le Maroc n'a pas hésité justement à mettre les garde-fous qu'il faut, imposer par exemple des quotas, que ce soit en termes de recrutement, de ressources humaines et tout ça. Pour justement... Chaque fois qu'un investisseur arrive, on lui dit voilà les marches à suivre pour investir. Exactement. On ne te laisse pas la voie ouverte comme ça. Il y a la voie, par exemple, il y a certaines régions qui sont plus attractives que d'autres aujourd'hui à cause du package qui a été mis en place pour attirer beaucoup plus que d'autres. Ouais. Donc, quelque part, il y a du choix. Il y a une sorte d'orientation ciblée, quoi, au fait. Exactement, c'est ça. Une orientation ciblée. Mamadou Gueye, oui, il faut être aussi, comme il l'a dit, il faut être ambitieux comme le Maroc dans ce domaine-là. Et moi, je pense aussi qu'il faut surtout essayer de s'imposer à un moment donné. Par exemple, quand un investisseur arrive et que mettre en place tout et qu'on l'accompagne,
à un moment donné, il faut être ambitieux, essayer je ne vais pas dire nationaliser, mais si on a des parts, par exemple, dans cet investissement, essayer de les renforcer pour avoir à un moment donné le contrôle. Je pense que dans certains domaines et certains secteurs, le Maroc l'a réussi, mais de façon douce, de façon intelligente. Et d'autres pays africains pourraient suivre cet exemple-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question, par exemple, dans nos pays, que des entreprises étrangères, européennes, asiatiques, je sais pas, américaines, viennent contrôler le secteur de l'eau, viennent contrôler le secteur de l'électricité à 100% ou à 80 et quelques %. Ça n'a pas de sens. Donc vous parlez peut-être de transfert de compétences. Exactement, de transfert de compétences et surtout de pouvoir nous-mêmes contrôler nos propres, les investissements qui sont faits dans nos pays. Vous avez cité un exemple, enfin vous avez cité tous les deux le Maroc en exemple. Est-ce que vous avez des secteurs précis au Maroc qu'on peut citer et puis peut-être servir de miroir peut-être pour les autres pays? Je pense l'agroalimentaire, la grande distribution par exemple, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Parce qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, il y avait quand même la France qui avait une certaine, je ne vais pas dire mainmise, mais qui avait une certaine présence. Et à un moment donné, je pense que le Maroc quand même a fait des efforts quand même pour renforcer sa présence dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, on voit partout les enseignes, avec des capitaux aussi marocains. Et c'est important. C'est important parce que ça renforce la souveraineté du pays et ça lui permet aussi d'avoir un certain pouvoir de décision dans ces secteurs-là. D'autres exemples? Oui, il y a l'automobile, c'est un secteur qui... Tout à fait, oui. Il y a l'aéronautique aussi qui se démarque. Il y a même l'offshoring aujourd'hui. Voilà, c'est les secteurs qui se démarquent aujourd'hui, où le Maroc, il montre l'exemple, il montre des exemples concrets. Des exemples concrets de cette manière d'orienter l'investissement et d'accompagner le développement dans ces secteurs-là. Justement, parlant de responsabilité, voire de professionnalisme aussi, bon, je pense que les journalistes, les médias de manière générale ont une responsabilité quand même d'accompagner ces secteurs-là pour les faire voir et les faire savoir aux investisseurs et peut-être même influencer par moments si possible, bien sûr, parce qu'on se réfère beaucoup aux articles économiques en général et financiers pour effectivement investir dans nos pays ou pas. Donc il y a une sorte de responsabilité des journalistes. Parlant de responsabilité des journalistes, ça m'amène à la déclaration de Donald Trump, le président américain, parlant justement de l'intervention américaine au Nigeria. Ça vous fait sourire déjà. Justement, il a dit « J'avais prévenu ces terroristes », parlant de cette intervention, justement, il a dit « J'avais prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre des chrétiens, ils allaient le payer cher. » Il a joint la parole, la parole à l'acte, ou l'acte à la parole, justement. Est-ce que, finalement, il a intervenu, les Américains ont intervenu sur le Nigeria. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de tout ça? Est-ce que c'est une forme de coopération qui a été nouée, comme ça a été expliqué, ou c'est justement la loi du plus fort? Modeste? Je trouve que les propos du président américain sont assez en fait, à prendre avec du recul. Parce qu'il y a comme une volonté de simplifier la crise au Nigeria, de résumer cette crise-là à un conflit confessionnel, alors que les victimes au Nigeria aujourd'hui, il y en a autant chez les musulmans que les chrétiens. Et quand on prend le nord-ouest par exemple, du Nigeria, à Sokoto et consorts, on parle d'environ 80% de victimes musulmanes. C'est-à-dire qu'il a tellement simplifié le problème au Nigeria, comme s'il voulait envoyer un clin d'œil à son électorat évangélique, quoi. En plus, la date, on parle du 25 décembre. Franchement, tout est fait pour justement exploiter cette crise-là pour susciter encore son électorat évangélique. Je pense que c'est... Voilà. C'est la même lecture. J'abonde un peu dans le même sens parce que je pense que dans le monde même, le terrorisme touche plus les musulmans que les autres confessions. Et la question nigériane, par exemple, c'est pas d'abord un conflit confessionnel. Comme ils l'ont dit, les autres Nigérians l'ont dit clairement. C'est pas un terrorisme dirigé contre les chrétiens, c'est d'abord dirigé contre les populations nigérianes, musulmanes comme chrétiennes, comme d'autres confessions. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est que le Nigeria, c'est un pays de 200 et quelques millions d'habitants. À un moment donné, je me rappelle, ils avaient une force qui était pas mal du tout, qui était vraiment une force militaire très présente en Afrique et qui intervenait quand il y avait des conflits.
Aujourd'hui, un pays de 200 millions d'habitants qui a peut-être des effectifs armés de moins de 300 millions d'habitants, ça pose problème. 300 000 personnes, ça pose problème. Le Nigeria doit avoir une politique sécuritaire beaucoup plus solide, avec des effectifs beaucoup plus fournis, beaucoup plus renforcés, avec du matériel beaucoup plus moderne pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas aux Américains de le faire, parce qu'on sait tous l'histoire des interventions des États-Unis. Souvent, ça se termine en échec. Ils repartent, mais le problème il reste. On l'a vu dans des pays que je ne veux pas citer, mais on l'a vu, après, ils interviennent. Des années après, la question sécuritaire reste la même. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est vraiment un tournant sécuritaire en Afrique des États-Unis aujourd'hui en faisant ça? Ou c'est juste un coup... Non, je pense surtout que c'est juste un coup de Donald Trump parce que ils ont quel intérêt aujourd'hui à intervenir en Afrique? Ils sont peut-être plus intéressés par le Venezuela et son pétrole, bien ailleurs. Mais le Nigeria, comme je l'ai dit, le Nigeria, un pays de 200 millions et quelques d'habitants, n'a pas à attendre que les États-Unis viennent dans son territoire pour faire régner l'ordre. Mais il semble aussi surtout, excusez-moi, il semble aussi surtout que c'est un accord en tout cas... Mais c'est ça qui est dérangeant surtout, c'est ça qui est dérangeant. Si c'était un pays qui n'a pas d'armée, qui n'a pas les moyens, qui n'est pas aussi puissant que le Nigeria, on pourrait comprendre. Parce qu'il y a quand même de petits pays aujourd'hui qui sont des États fragiles, qui peuvent facilement être déstabilisés. Le Nigeria n'est pas dans ce cas-là. Le Nigeria, aujourd'hui, devait être un leader en Afrique, devait conduire, entre parenthèses, la politique sécuritaire de l'Afrique. Et là, c'est quand même dommage que ce grand pays, aujourd'hui, subisse l'intervention... Et recourt, en tout cas, au service des États-Unis, c'est ça? J'aimerais souligner que c'est la première intervention américaine au Nigeria, dans le nord-ouest du Nigeria, depuis 2012. C'est-à-dire que, quand même, il y a eu un temps assez long, quand même, pour revoir de tels scénarios, de tels faits d'armes, on va dire comme ça. Et est-ce que cela doit être vu comme un tournant en termes de partenariat, ça, avec les États-Unis? En tout cas, oui. La question se pose. Oui, en tout cas, l'histoire nous dira si justement cette intervention militaire américaine est la seule décision des États-Unis sur le continent. On espère. En tout cas, la coopération américaine, elle n'est pas complètement finie sur le continent. On va s'en rendre compte parce que dans la foulée, justement, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire déclare aussi, bon, dans un autre domaine, bien sûr, cette fois-ci, c'est une intervention, mais c'est dans tout autre domaine qui elle, promeut justement le bilatéralisme entre les États-Unis et d'autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. Regardez. Elle dit aujourd'hui notre coopération bilatérale entre une nouvelle phase, nous mettons en œuvre la stratégie mondiale de santé dans le modèle America First. Ça vous dit quoi, Elhadj? Je pense que c'est un tournant stratégique des États-Unis et ça permet quand même aux pays africains de se responsabiliser un peu. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une vraie coopération partagée. Il faut que aussi, le message est clair, c'est-à-dire qu'on ne va plus vous financer entièrement quand vous en aurez besoin. Vous aussi, il faut participer au financement. Et je pense que c'est pour aider aussi les pays africains à être un peu plus responsables. Parce qu'on a toujours tendance, comme je l'ai dit, à attendre que les solutions à nos problèmes viennent des autres. Aujourd'hui, ce que la Côte d'Ivoire quand même a pu réussir, et je pense qu'elle l'a accepté, c'est de contribuer quand même à faire évoluer le secteur de la santé en investissant aussi beaucoup plus que ce qu'elle investissait. Et c'est une bonne chose, Et peut-être que si elle arrive à réussir ce virage-là, ça va donner aussi des idées à d'autres pays africains à suivre le même modèle. Tout à fait. Et Modeste, donc, qu'est-ce que change concrètement cette approche dans nos politiques publiques, notamment sur le secteur santé Oui, sur le secteur de la santé. En fait, cette intervention me fait penser justement à un article que j'ai rédigé il n'y a pas longtemps, où justement les États-Unis ont signé un partenariat avec... ils ont appuyé une start-up américaine qui déploie ses drones, qui distribue des médicaments en fait, dans plusieurs pays. Et justement, les pays qui sont cités, il y a la Côte d'Ivoire, le Rwanda, et voilà, et d'autres pays encore. Et justement, les États-Unis
ils appuient ce projet-là de déploiement de distribution des médicaments dans les zones reculées via cette start-up-là. Et ils apportent leur caution, on va dire comme ça, ils apportent la caution institutionnelle, tout ça, pour que les pays africains investissent aussi, ils mettent la main à la poche pour dynamiser, on va dire comme ça, dynamiser les efforts en termes de santé et tout ça. Bon, on va dire, tant mieux si les États-Unis peuvent... mais est-ce que le fait que l'USAID ait disparu pratiquement du continent, est-ce que c'est une façon aussi peut-être de remplacer les actions qui étaient déjà là sur le continent depuis des décennies? Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis essaient de réorienter leur politique vis-à-vis de cette Afrique-là, en tout cas des pays que vous venez de citer? Oui, c'est clair que les États-Unis réorientent leur politique. C'est-à-dire que, de manière caricaturale, oui. on stoppe l'USAID l'Inde, oui. Et on dynamise des secteurs en priorisant des entreprises américaines. Trump, il ne cache pas sa vision du business, quoi. Business d'abord. Donc il met le business en avant au lieu de passer par le canal de l'aide. En fait. Donc c'est pas forcément négatif. Hein. Non, je n'ai pas dit que c'était négatif. Non, c'est pas négatif. D'autant plus que je pense que si on regarde souvent dans la plupart des pays africains, le budget quand même qui est dédié à la santé, parfois, il est jugé bas par rapport à d'autres secteurs. Donc peut-être ce mécanisme-là aujourd'hui qui est lancé par les Américains poussera aussi nos pays à renforcer les investissements en matière de santé. Surtout que je pense qu'en Afrique, quand même, tous les pays sont confrontés à ces défis-là. Et oui, la Côte d'Ivoire est l'un de ces pays. Et, comme il l'a dit, les Américains aujourd'hui, ils ont, avec Donald Trump, ils adoptent une politique quand même, pas beaucoup plus neutre par rapport à avant, mais quand même, qui est plus concentrée sur les États-Unis. Ils sont America First. Donc l'Afrique aussi doit avoir son Africa First. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous aussi, on doit passer à nous-mêmes d'abord, à nos propres problèmes et à les régler, au lieu de tout le temps, comme je l'ai dit. Subir les programmes. Voilà. C'est ça, en fait, j'abonde dans ce sens. Oui. On doit mettre en place des stratégies au lieu de subir les projets des programmes des autres. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, ça nous ramène encore à la question de l'aide ou pas d'aide. Ce que disait l'ancien président de la BAD, l'Afrique ne doit pas s'attendre à des aides pour se développer. On va changer de gamme, on va parler maintenant de culture, de valeurs, de diplomatie et de politique, en somme de l'influence par l'approche soft power. Encore, on va citer certainement l'exemple du Maroc. En l'occurrence, c'est l'événement sportif en cours au Maroc actuellement, la CAN. Pour le président, en tout cas, de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lerja, c'est une vraie stratégie, le soft power sportif. D'ailleurs, sa citation, sa déclaration en dit plus. Il dit que la CAN au Maroc, c'est une vraie stratégie, c'est une vraie politique royale. C'est une stratégie, c'est une politique. Oui, en fait, on va dire que la CAN, c'est la cerise sur le gâteau. On va dire comme ça. Pour le Maroc? Pour le Maroc, on va dire comme ça. Quand on prend un peu tout ce qui a été fait ces dernières années, que ce soit avec l'Académie royale, les investissements dans les stades et tout ça, la CAN, justement, se permet aujourd'hui de montrer ce que le Maroc sait faire et montrer son savoir-faire, sa qualité en termes d'organisation, en termes d'infrastructures sportives. Et oui, tout ça, c'est une vraie politique. Lui, il est passionné du sport, pardon. Comme il est passionné du sport, peut-être il va donner un autre. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, je pense que le Maroc conçoit le sport comme un secteur vraiment sur lequel il faut investir. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. Depuis que Lerja est arrivé à la tête de la fédération, quand même, il a mis en place pas mal de choses qui ont porté leurs fruits. D'abord avec Berkane, qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai fait 17 ans au Maroc. Berkane, on ne le connaissait pas. À un moment donné, le club est devenu parmi les meilleurs en Afrique. Il a pris la fédération, c'est la fédération aujourd'hui la mieux organisée en Afrique. Les stades marocains, on n'en parle pas. Franchement, j'ai été à Tanger, j'ai été ébloui par la qualité du stade, par la qualité du parking,
par l'organisation qu'il y a derrière. Et franchement, ça, on le doit en grande partie à Sa Majesté le Roi et aussi à Fawzi Larja. Donc le Maroc conçoit le sport, surtout le foot, comme un secteur sur lequel il faut investir. Et aujourd'hui, on voit les fruits. Et ça, je pense que cette CAN-là, c'est une bonne préparation pour la Coupe du Monde qui va arriver dans 5 ans. Donc d'ici 5 ans, il y aura encore d'autres infrastructures de transport. Oui, de test grandeur nature avant le grand jour. En tout cas, vous avez dit, hein, c'est une politique vraiment royale, donc portée par, stratégique, donc portée par tout le gouvernement et l'État marocain à la têtière, bien sûr. Et au-delà justement, Modeste, vous disiez que ça va au-delà du football, hein, c'est toute la stratégie derrière, donc ça peut être logistique, ça peut être mobilité, ça peut être hébergement, ça peut être investissement touristique aussi au-delà. Donc c'est tout ça qu'il faut aller chercher dans cette stratégie. Bien sûr, bien sûr. Bon, je prends par exemple le fait que ces dernières années, beaucoup d'équipes nationales sont venues au Maroc pour venir jouer. Beaucoup d'équipes qui n'avaient pas de stade homologué. C'est ça qu'il faut dire. Sont venus jouer au Maroc, à Marrakech, à Agadir et tout ça. Et qui dit aujourd'hui événement sportif dit affluence, donc qui dit affluence du tourisme, donc hébergement. Transport, mobilité, sécurité. Dans ce domaine-là, le Maroc, il se démarque. On écoute un peu ça et là les personnes qui sont là pour la CAN qui félicitent tous le Maroc pour la qualité des infrastructures, même pour l'hébergement et tout ça. Et donc, franchement, c'est une continuité et c'est la chose à voir comme un tout. Et sur ce plan-là, le Maroc a vraiment eu le nez creux à la matière. Et donc, il a bien organiser les choses en la matière. Et là, est-ce que ça révèle un enjeu politique aussi au-delà du sport? Oui, le football, c'est aussi une sorte de soft power extraordinaire. On l'a vu par le passé, pas maintenant, par le passé. Je pense que aujourd'hui, la CAN, c'est le seul moment où on tait parfois certaines rivalités politiques, certaines rivalités économiques, et on apprécie le moment qu'on vit. Aujourd'hui, le Maroc a réussi ça, et comme je l'ai dit, quand on part voir les stades, quand on part voir le monde qui arrive, on se dit oh, ça c'est extraordinaire, parce que ça nous permet nous-mêmes, qui vivons aussi, de voir les avancées qui ont été faites dans ce pays. Et moi, je tiens juste à dire que la publicité que cette CAN offre au pays, il ne faut pas la mesurer actuellement. Il faut attendre des années après. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, avant, qui étaient réticentes à l'idée de voyager dans certaines zones géographiques en se disant peut-être il y a ceci, il y a cela. Mais quand ils arrivent, ils voient que wow, c'est moderne, ça a changé, les choses évoluent vite. Automatiquement, ils se disent, je ne savais pas que ça existait ici. Et aujourd'hui, c'est cette publicité-là qui a été réussie par le Maroc. Et je pense que dans quelques années encore, il y aura des choses encore beaucoup plus extraordinaires. Je voulais donner un exemple concret, l'exemple du Brésil, par exemple. C'est un pays qui a beaucoup capitalisé justement sur le soft power qu'offre le football. Exactement. Aujourd'hui, c'est un pays, c'est une grande destination touristique. Beaucoup de gens connaissent le Brésil aujourd'hui grâce au football. Et le Maroc compte capitaliser sur on va dire, les retombées que le sport va générer pour son économie, quoi. Donc forcément, cette politique royale aura un impact sur l'image du Maroc en termes d'impact, d'image, de réputation, etc. Exactement, normalement. Et surtout d'accueil. C'est-à-dire que moi, je pense que la première, comment on appelle ça, le premier gain du Maroc, c'est l'accueil qu'il a offert. L'accueil, un pays accueillant, un pays ouvert, un pays moderne, un pays dans lequel les gens se sentent à l'aise. Et ça, c'est extraordinaire. C'était comme la CAN aussi en Côte d'Ivoire. On avait vu des scènes de liesse partout. Il n'y a pas cette méfiance-là par rapport quand on voyage pour la première fois. Et beaucoup de gens, surtout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, ont apprécié cela. Que les Marocains sont un peuple accueillant, sont un peuple ouvert, sont un peuple qui accepte tout le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Peut-être c'est le moment de passer en revue aussi les séquences politiques, les dernières séquences politiques, en tout cas l'actualité politique autour des élections en Afrique un peu partout, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Commençons par la Guinée pour décrypter un peu le message du président élu, Mamadi Doumbouya.
J'appelle les Guinéens à rester solidaires, à travailler ensemble et à s'engager pour bâtir ensemble le pays. Derrière, c'est savoir comment est-ce qu'il va, il va accompagner cet appel-là par des faits concrets. C'est une forme d'apaisement parce que... En tout cas, c'est un discours d'unité. Hein. Il appelle à l'unité quand même, non? Oui. Et le président Mamadou Doumbouya est quelqu'un qui veut vraiment que la Guinée décolle et se remette sur les rails une bonne fois pour toutes. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, il a réussi à relancer un projet qui était dormant depuis 30 ans. Le gisement de Simandou, c'est un projet extraordinaire. Et franchement, je pense que les retombées, la Guinée va profiter des retombées. Et ce n'est pas que seulement Simandou, il y a d'autres projets importants quand même qu'il souhaiterait lancer. Et on l'attend au tournant. Je pense que c'est un jeune président qui se dit que nous, on a un pays qui est plein de ressources, qui est parmi peut-être les plus riches d'Afrique, et qui doit décoller du monde même, et qui doit décoller. Le voisin, parlant du voisin d'ailleurs, on va chez Modeste, en Côte d'Ivoire justement, pays voisin de la Guinée. Tout semble en tout cas réglé comme sur du papier à musique. Et en tout cas, en croire William Assanovo, chercheur à l'ISS, voilà, lui qui nous dit que la domination du RHDP s'explique par la discipline, une organisation et de gros moyens mis à la disposition des candidats, parlant justement du parti au pouvoir d'Alassane Ouattara. On parlait du président Alassane Ouattara. Lui, il nous dit que voilà, justement, tout est fait pour que ça marche bien en Côte d'Ivoire. On commence par vous? Bon, moi, je dirais que le RHDP, c'est une grosse machine politique. Hein, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, son parti ne fait qu'engranger des victoires. Et oui, je dirais que c'est un parti plutôt discipliné. Bon, même si parfois on voit en interne des dissensions, il y a des candidats indépendants et consorts qui sont... Bon, ça, c'est inhérent à tout regroupement humain, quoi. Mais effectivement, globalement, voilà, la domination du RHDP s'explique par sa discipline. Et l'âge? C'est une machine électorale déjà très huilée, bien rodée et qui va continuer à avoir des victoires et tout. Mais à un moment donné, dans une démocratie aussi, il est important qu'il y ait une opposition forte parce que le jeu des équilibres, c'est important dans un pays, surtout comme la Côte d'Ivoire, où quand même il y a quand même pas mal de sensibilité politique, il y a quand même pas mal de partis historiques. Il faut, parce que si une assemblée est dominée à 80 ou 90% par une seule formation politique, ça pose problème. Donc toutes les lois qu'on voudra passer, on va les passer. Et c'est important d'avoir cette ouverture-là. Je pense que c'est un chantier sur lequel le président Alassane Ouattara devra se pencher parce qu'il doit laisser aussi une Côte d'Ivoire, je pense, plurielle, apaisée et unie. Bon, je pense qu'il est sur le président. En tout cas, il s'inscrit sur cette voie-là depuis un moment, n'est-ce pas? Oui, j'ai le bémol sur les gros moyens. Avec l'opposition, quand on compare les moyens, ils sont pas. Il y a un gap assez important entre les moyens dont disposent les partis d'opposition et les candidats du RHDP. Maintenant, bon, espérons que les autorités, voilà, ils vont améliorer encore les choses en termes de gestion et contrôle des flux financiers qu'on sort. Bon, espérons-le. En tout cas, c'est le mal qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays quand même très dynamique, qui est en avance, qui marche bien, qui marche très, très bien. On ne va pas très loin, on va en Centrafrique, là aussi, qui semble s'inscrire dans la même discipline de marche politique en parlant, justement, au regard des déclarations de Bernard Makuza, représentant de la délégation d'observation de l'Union africaine. Je cite, « Les élections ont été une étape vers la démocratie. C'est cash. » Et là, qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est important pour un pays comme la Centrafrique parce qu'ils ont quand même traversé pas mal de crises. Ils ont souffert des années de guerre, des années de conflits internes. Donc aujourd'hui, je pense que pour moi, la meilleure manière d'arriver à une démocratie, ce sont les élections. Il faut que les gens puissent s'exprimer, puissent choisir leur destin, puissent se dire qu'on préfère tel candidat qui va conduire au destiné de ce pays. Maintenant, est-ce qu'il y aura une suite? Parce on a déjà vu des élections en Centrafrique. Et après, on retourne à la case départ avec des conflits ou bien une situation sécuritaire assez incertaine. Et Modeste, vous partagez aussi cette analyse? Oui. C'est un coup, un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ça? Oui, espérons que cette fois-ci, voilà, que le pays il continue à avancer,
Il n'y a pas longtemps, justement, la Centrafrique a organisé un événement à Casablanca pour mettre en avant son programme d'investissement et tout ça, la stratégie du pays. Pour pouvoir engranger tous ces investissements, il faut la stabilité, il faut la paix, il faut la démocratie pour que justement les investissements ils puissent être rentables et fructifier et tout ça. Et donc, on souhaite, tout le mal qu'on souhaite à ce pays, c'est justement de se stabiliser, s'apaiser et de... Voilà. Ouais, mais juste cette démarche-là, pour le fait de venir un peu faire sa promotion au Maroc, c'est quand même innovant en termes de démarche, non? Pour un pays africain, je crois, non? Oui, effectivement, c'est innovant. Il n'y a pas eu beaucoup de faits de ce type-là. Je souligne même que aux premières heures de la CAN, le Congo a fait pareil aussi. Le business, Léopard Business Center, je crois, ou Village, oui. Voilà, donc beaucoup de pays africains, en tout cas, ont confiance dans le Maroc, voient ça renforce aussi la coopération sud-sud. Comme je l'ai dit, des solutions africaines existent. Des solutions existent avec des pays africains. Donc, au lieu d'aller chercher un pays européen, asiatique, il faut voir ce qui marche aujourd'hui en Afrique. Je ne sais pas, on essaie de dupliquer ça, pas forcément copier comme il faut, mais dupliquer. Si le Maroc a les bons ingénieurs, par exemple, pourquoi pas ils viennent former, aider à construire, à un moment faire le transfert de compétences, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On peut voir ces solutions-là en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les présidents devraient aller dans ce sens-là. C'est beaucoup moins coûteux. Et peut-être, je pense que s'il y a un problème, ça va être beaucoup plus facile de le résoudre. C'est plus facile de... Voilà, en fait, il y a des synergies qui sont plus faciles à générer et à enclencher quand on est entre nous. Entre nous, exactement. Une sorte de compréhension mutuelle. Mutuelle, exactement. En termes de culture, d'approche, de manière de faire. Bon, on va sortir de la politique, on va faire un peu de douceur pour conclure peut-être notre débat. On y arrive. Même si Salif Keïta, cette fois-ci, Salif Keïta nous entraîne plutôt dans un débat éminemment politique, voire philosophique. Salif Keïta, son appel, c'est quoi? Il dit, je dirais aux jeunes Africains de faire renaître la musique africaine, car c'est à travers l'art que l'Afrique se fera entendre. C'est puissant. Oui, c'est puissant. C'est le continent de l'art, c'est le continent de la musique, du rythme. Et c'est vrai, moi je pense qu'aujourd'hui, quand même, là, quoi qu'on puisse dire, la musique africaine, elle est quand même bien classée à l'échelle mondiale. Il y a les artistes africains qui sont partout, on les écoute partout. Après, eux, ils doivent être aussi de vrais porteurs de voix, de vraies références pour qu'aujourd'hui, peut-être, ils puissent inspirer d'autres personnes, pas forcément des artistes, mais d'autres personnes. Parce que, comme on dit, je pense que l'art, c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde le partage, tout le monde, je pense, l'apprécie. Et si on a des porteurs de voix quand même qui sont audibles partout et qui sont visibles partout, ils peuvent quand même être de bons ambassadeurs pour le continent. Modeste, donc en quoi est-ce que la musique devient aujourd'hui un outil d'expression, carrément d'expression politique, sociale et en Afrique finalement? Ça a toujours été ça, la musique déjà. Oui, exactement. Ouais. Moi je voudrais en fait attirer l'attention sur un certain nombre de points. Il faut savoir que, déjà j'abonde dans le sens de ce que dit Salif Keïta sur le potentiel culturel africain. Maintenant, il faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il faut passer du stade du soft power, tu vois, au hard power. C'est-à-dire qu'il faut utiliser aujourd'hui cette lucarne, cette vitrine qu'a la musique africaine pour aller en profondeur, par exemple, améliorer les textes. Que ce soit sur les droits, que ce soit les droits d'auteur. Et tout ça, il y a vraiment un gros problème en matière de droits d'auteur et tout ça. Il y a des choses à améliorer et c'est l'opportunité, justement, c'est l'opportunité qu'offre cette visibilité-là pour améliorer les textes et soutenir davantage le secteur pour qu'il soit beaucoup plus structuré, mieux structuré. Par les textes réglementaires, c'est ça? Exactement. D'accord, juste pour qu'il n'y ait pas confusion avec le texte aussi en termes de message politique. Je pense que moi, je vais revenir sur le message politique. Il faut aussi que dans nos pays, on puisse comprendre que
un artiste qui s'exprime n'est pas forcément un ennemi. C'est quelqu'un qui contribue à la liberté, à la démocratie et tout, parce qu'on a déjà vu des artistes africains qui sont condamnés ou bien qui sont parfois de temps à autre, on leur met les bâtons dans les roues parce qu'ils ont exprimé un message et tout. Mais il faut les laisser quand même s'exprimer. Ce sont des porteurs de voix, ce sont des gens suivis par la jeunesse. Et ailleurs, on voit rarement ce problème-là. La création, les gens sont libres de créer, sont libres de dire ce qu'ils veulent, bon, dans le respect des règles. Justement. Mais parfois en Afrique, je pense, je ne sais plus c'est l'artiste de quel pays, je pense d'un pays d'Afrique centrale, je ne sais pas, d'Afrique de l'Est, qui est devenu un opposant politique et à un moment donné, on lui mettait tout le temps les bâtons dans les Tanzanie. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ce sont des porteurs de voix, ils sont suivis par la jeunesse. Ils ont aussi le droit de se dire, je fais ma musique, mais je peux aussi être dans le milieu politique et dire ce que je pense. Donc parlant des médias, est-ce que les médias donnent suffisamment aussi de visibilité aux jeunes, surtout aux jeunes artistes africains aujourd'hui, qui sont porteurs quand même des messages engagés? Est-ce qu'on leur donne cette place-là dans vos médias? Je pense que oui quand même. Je pense qu'ils sont très présents dans les médias. Après, comme je le dis, la musique, elle est tellement universelle qu'on consomme de tout. Donc à un moment donné, on peut même être présent quelque part, être visible, mais d'autres aussi sont visibles. À un moment, on ne peut pas se penser qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour être visible. Alors que c'est pas, alors que c'est le cas, parce que quand même, tous les médias, je pense, ils ont une composante culture, une composante art, une composante cinéma qui est assez importante quand même, quoi qu'on puisse dire. Moi, j'abonde dans le sens de ce que dit Gaël. Les jeunes, ils sont soutenus, ils sont affichés, ils sont présentés. Et justement, j'aimerais mettre l'accent sur un point aussi qui a souligné, c'est la souveraineté numérique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiques africaines, pas de 45% des revenus sont, en tout cas, sont détenus par des plateformes qui ne sont pas africaines. Okay. Et c'est du manque à gagner aujourd'hui. Bon, à la fois, il faut que des plateformes africaines se développent, se fassent remarquer. Mais voilà, il y a possibilité d'exploiter la fibre souveraine. De capitaliser sur ça, quoi. Capitaliser sur cela. Absolument. On parle d'environ 1,1 milliard de dollars aujourd'hui en 2025. De manque à gagner pour les artistes africains. Je pense que le Nigeria quand même a réussi dans ce domaine à faire des avancées avec des artistes quand même qui ont leur propre, parfois, studio, plateforme et tout ça, ou bien en tout cas qui montent leur propre structure, qui leur permettent quand même de gagner suffisamment à travers la musique. C'était le débrief Afrique avec des regards croisés sur une Afrique sans filtre. Merci, chers confrères. Elhadji Mamadou Gueye, je rappelle que vous êtes journaliste à L'Économiste. Modeste Kwame, journaliste au site d'Info Le 360. Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine pour croiser des regards, si vous le voulez bien. Merci.